Bonjour chers apprenants, je suis M. Denis, enseignant de philosophie. Comme vous le savez, pour commencer le cours, nous commençons toujours par la méthodologie du commentaire ou de la dissertation. Et nous allons commencer par la compétence 1. Il s'agit du thème, la méthodologie, et la leçon, la dissertation. Aujourd'hui, nous allons commencer par la dissertation et nous allons voir la méthodologie de la dissertation philosophique. Il faut dire que c'est un exercice dans lequel le candidat est amené à montrer ses capacités intellectuelles. Quand nous parlons de capacités intellectuelles, il s'agit de la puissance d'analyse. Comment l'élève s'y prend. Il s'agit aussi de l'aptitude à aplanir la méthodologie, c'est-à-dire méthodiquement toutes les connaissances concernant, n'est-ce pas, cette méthodologie-là. Il y a aussi le problème qu'il faut poser juste après cette méthodologie-là, de ses aptitudes à rédiger l'introduction elle-même. Concernant l'introduction, donc au grand A, nous avons 3 parties. 1. La situation du sujet. Il s'agit, n'est-ce pas, de donner une idée générale, relative, n'est-ce pas, à la notion même que pose le sujet. Il peut s'agir de la conscience et de l'inconscient, de l'état, de la justice, ou bien même du travail. Il y a plusieurs notions qui vont peut-être apparaître dans le sujet. Au niveau du 2, nous allons voir la position du problème. Je tiens à insister au niveau du problème parce que le problème est très important. Une fois que vous le ratez, vous avez raté votre sujet. Au 3, il s'agit de l'annonce du plan. Parlant d'annonce du plan, il y a certains élèves qui aiment utiliser la méthode en français, ce qui n'est pas juste. C'est-à-dire, quand ils disent par exemple, nous allons commencer par montrer d'abord ceci, et dans un deuxième temps montrer cela. C'est faux. Le plan, au niveau de la méthodologie, de la dissertation philosophique, s'annonce sous forme de questions. Dans le sens que, quand on parle de méthodologie, au niveau de l'annonce du plan, on va dire, par exemple, dans quelle mesure, et puis terminer, n'est-ce pas, par un point d'interrogation. Ou bien, dans quel sens, ou bien, qu'est-ce qui justifie l'idée selon laquelle. Vous comprenez que, juste après ces questions, il y a des points d'interrogation. Concernant le développement, il n'y a pas de développement fixe. Voilà. Il s'agit, n'est-ce pas, pour l'élève, d'argumenter selon ses connaissances philosophiques. Il a pour but de traiter le problème par rapport aux axes annoncés en introduction. Il ne s'agit pas aussi, n'est-ce pas, de superposer les théories philosophiques. Voilà. Il ne s'agit pas de les superposer. Il s'agit plutôt de donner les arguments concernant les différentes notions que vous avez étudiées en classe. Il ne s'agit pas aussi de se fier seulement au cours. Le bon élève, c'est celui-là, non seulement qui se fie au cours, mais qui va sur Internet pour faire des recherches. Parce que ces arguments qu'il va donner au niveau du développement vont concerner la philosophie, la métaphysique, la religion, les sciences humaines. Quand je parle de sciences humaines, c'est la sociologie, la littérature et autres. Alors, voilà comment se fait le développement au niveau de l'annonce du plan qui a été donné dans l'introduction. Je tiens à insister, au niveau de l'introduction, le plan que vous avez donné, vous êtes obligé de suivre cela. Quand je dis par exemple, dans quelle mesure l'État est-il un bien? Au niveau de la thèse, donc, vous devez montrer, donc donner les arguments pour lesquels vous avez dit que l'État est un bien. Montrer en deuxième plan que l'État n'est pas toujours nécessaire pour l'homme. Il s'agit maintenant pour vous de montrer en antithèse, n'est-ce pas, que l'État n'est pas utile pour l'homme. Mais donner les arguments qui effectivement montrent que l'État n'est pas utile pour l'homme. C'est ce qu'il faut montrer à ce niveau-là. Après le développement, nous allons voir maintenant la conclusion. Il faut dire qu'à ce niveau, votre correcteur attend de vous 2 éléments essentiels. Dans un premier temps, le bilan, qui consiste à mettre l'accent sur les idées centrales à retenir du développement. Deuxième point, il s'agit ici d'exposer clairement sa position sur le problème posé par le sujet. Concernant sa position qu'il faut donner, il faut montrer clairement si vous êtes pour ou contre l'idée, n'est-ce pas, émise par le sujet. Et après, vous allez faire maintenant une ouverture
sur d'autres perspectives. Concernant l'ouverture que vous avez à faire, cela est facultatif. Vous n'êtes pas obligé parce que certains élèves se sentent obligés de le faire. Et quand c'est comme ça, franchement, ils passent à la dérive. Et c'est ainsi qu'ils ont de mauvaises notes. Donc, concernant l'ouverture, elle est facultative. C'est ce qu'il faut retenir. Nous avons vu la phase théorique de la dissertation philosophique, précisément l'introduction. À cette séance, nous allons voir maintenant la phase pratique. Il faut dire qu'au niveau de l'introduction, il y a certains élèves qui ont des difficultés à aborder, n'est-ce pas, l'introduction. Alors, il y a une technique que nous allons voir dans la rédaction. Concernant les sujets qu'on vous donne en classe ou à l'examen, cela est donné sur plusieurs formes. Il y a des sujets qui sont donnés sous la forme interrogative et sous la forme déclarative. Il y a aussi des sujets à double thèse. Je prends un exemple. L'inconscient parle en nous. Qu'en pensez-vous? L'homme est-il toujours responsable de soi? Et puis, l'état est-il un mal nécessaire? Concernant le premier sujet, l'inconscient parle en nous. Voilà là un sujet à une seule thèse et qui est donné à une forme déclarative. C'est-à-dire qu'on annonce, on affirme. C'est en ce sens-là qu'on dit que le sujet est donné sous la forme déclarative. L'inconscient parle en nous. À ce niveau, l'élève, dans sa rédaction, est obligé de suivre ce que dit le sujet. Le sujet dit « l'inconscient parle en nous ». Donc vous devez d'abord montrer, n'est-ce pas, que l'inconscient existe d'abord dans le psychisme humain et montrer par la suite que l'inconscient n'est pas, n'est-ce pas, cette seule faculté-là qui existe, mais qu'il y a aussi la conscience qui règne en l'homme. Dans ce sujet-là, c'est ce qu'il faut dire. Dans le sujet, par exemple, qui dit « l'homme est-il toujours responsable de soi ?» Alors ici, le sujet est donné sous la forme interrogative. C'est une question qu'on pose à l'élève. Ici, l'élève a un choix à faire parce que le sujet est donné sous la forme interrogative. L'élève peut commencer par montrer que l'homme est responsable de soi parce qu'il possède une conscience lui permettant de distinguer le bien du mal et après montrer, n'est-ce pas, que l'homme n'est pas toujours responsable par certains actes qui lui échappent. Alors, dans ce cas-là, on voit que l'élève a un choix à faire. Dans le troisième sujet qui dit que l'état est-il un mal nécessaire, il est donné sous la forme interrogative, il faut le retenir. Ici, c'est un sujet à double thèse. Il s'agit ici pour l'élève de montrer, dans un premier temps, la première notion, sinon montrer que l'état est un mal, et montrer après que l'état, malgré ce mal-là, est nécessaire. Si vous avez montré dans votre thèse que l'état est un mal nécessaire, alors vous faites faux. Alors vous faites faux. Donc je tiens à rappeler qu'un sujet qui est donné sous la forme interrogative, ici, l'élève a un choix à faire. Quand le sujet est donné sous la forme déclarative, alors vous suivez simplement la forme déclarative, vous affirmez, vous soutenez, n'est-ce pas, ce que dit le sujet. Au niveau, n'est-ce pas, du troisième sujet, où on a dit que l'état est-il un mal nécessaire, vous avez à montrer ici, n'est-ce pas, le mal de l'état. Le mal que cause l'état concernant les citoyens en société. Il y a beaucoup d'exemples. Et vous allez montrer maintenant en antithèse que malgré, n'est-ce pas, ces mots que nous crée l'état, l'état a besoin d'exister à cause, par exemple, du désordre, du chaos qui existe en société. Voilà un peu ce que j'aimerais dire à ce niveau. Mais pour l'heure, nous allons nous intéresser au premier sujet qui dit « l'inconscient parle en nous ». Dans la rédaction de l'introduction concernant le sujet qui dit que l'inconscient parle en nous, il s'agit, n'est-ce pas, de montrer avec Freud, par exemple, si vous devez commencer par une citation, montrer que l'inconscient, effectivement, existe dans le psychisme humain. Si vous commencez par rédiger votre introduction en donnant une citation, quelle qu'elle soit, vous devez quand même donner un argument ou deux, c'est-à-dire expliquer cette citation-là. Ne vous limitez pas à donner seulement la citation. Parce qu'il y a certains élèves qui font des confrontations de citations. Donc, une fois que vous avez commencé par rédiger votre introduction, vous commencez par une citation, vous expliquez cette citation-là en une ou deux phrases. Juste après cela, vous avez à donner ce qu'on appelle le connecteur logique d'opposition.
Le connecteur logique d'opposition vient pour montrer, n'est-ce pas, les insuffisances de l'affirmation que vous avez donnée plus haut. Et c'est ainsi que vous allez montrer maintenant que ce n'est pas seulement parce que vous avez dit en haut, c'est-à-dire que l'inconscient parle en nous, montrer que l'inconscient, n'est-ce pas, détermine les comportements de l'homme. Vous allez montrer maintenant par le connecteur logique que ce n'est pas toujours vrai de dire que l'inconscient parle en nous, mais qu'il y a cette faculté qui permet à l'homme de distinguer le bien du mal qui existe aussi, qu'on appelle la conscience. Dans ce cas-là, vous pourrez aussi prendre une autre citation, n'est-ce pas, pour étayer cela. À ce niveau, nous allons passer, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle le problème. Le problème, il est très important. Le problème n'est pas la problématique. Si vous voulez, le problème n'est pas les aspects du problème. Le problème, il est lié au sujet qui est donné. C'est une question que vous devez poser, n'est-ce pas, et puis montrer les insuffisances à travers, n'est-ce pas, les aspects du problème que vous allez donner. On appelle annonce du plan. Concernant le problème, il y a certains élèves qui ont des difficultés à poser le problème et donc ils plaquent simplement le sujet. C'est-à-dire, ils peuvent dire que l'inconscient parle-t-il en nous? Ils ont reformulé le sujet et ils l'ont placé sous forme interrogative qui devient leur problème. Cela n'est pas juste. Alors, regardez bien le sujet. Le sujet dit l'inconscient parle en nous. Ici, on ne peut pas prendre le sujet pour le mettre en tant que problème parce que le sujet est donné sous la forme déclarative. Il y a un point et c'est donné sous la forme déclarative. Dans ce cas-là, on ne peut pas prendre le sujet ici pour dire qu'il est le problème. Alors, si vous voulez le formuler et le placer en tant que problème, vous pouvez dire l'inconscient parle-t-il en nous? Mais là encore, ce n'est pas encore terminé parce que vous n'avez pas encore donné le problème. Et comme je le disais, il y a des élèves qui, n'est-ce pas, ont des difficultés à donner le problème du sujet. Dans ce cas-là, on leur dit de reformuler le sujet qui va tenir lieu de problème. Le problème, je tiens à le rappeler, n'est pas la reformulation. Mais la reformulation peut tenir lieu de problème. L'inconscient règne-t-il en nous, par exemple? Après cela, nous allons parler maintenant, n'est-ce pas, de l'annonce du plan. Ce qu'on appelle annonce du plan, c'est ce que certaines personnes appellent problématique. L'annonce du plan, on peut commencer ici, il faut le dire, par, n'est-ce pas, des petites notions. Dans quelle mesure, en quel sens, qu'est-ce qui justifie l'idée selon laquelle, c'est-à-dire vous pouvez commencer par ces thèmes-là, et puis plaquer maintenant le sujet. Par exemple, en quel sens l'inconscient parle-t-il en nous? Ça, c'est le premier aspect du problème. Nous allons passer maintenant au deuxième aspect du problème. Si vous vous limitez, n'est-ce pas, au premier aspect du problème, vous aurez quoi à dire maintenant dans le développement en antithèse? Il faut forcément donner, n'est-ce pas, le deuxième aspect du problème. Ce que j'ai appelé le squelette. Le squelette, c'est l'introduction. Au niveau même, n'est-ce pas, des aspects du problème. C'est-à-dire que les aspects du problème disent au correcteur ce qu'il faut, n'est-ce pas, développer dans le développement. Et donc, si vous dites dans quelle mesure l'inconscient parle-t-il en nous, ça veut dire que dans votre thèse, vous allez donner les arguments selon lesquels l'inconscient parle en l'homme. Dans le deuxième aspect du problème, il s'agit de montrer ici, et donc dire cependant, ou bien toutefois, l'homme n'est-il pas quelque part responsable de soi par la conscience? Et donc dans ce cas-là, vous n'avez plus à montrer ici la présence de l'inconscient dans le psychisme humain. Donc cette question que vous posez là amène le correcteur à se dire effectivement que vous n'avez pas montré que l'homme, n'est-ce pas, est déterminé par l'inconscient, mais il y a aussi la conscience, n'est-ce pas, qui règne dans le psychisme humain. On parlera ici de rédaction, n'est-ce pas, sous forme dialectique. Donc, je tiens aussi à rappeler que les sujets en philosophie sont sous forme dialectique. Donc, thèse, antithèse. Donc, ça veut dire que dans votre développement, concernant ce sujet-là, vous allez montrer d'abord que l'inconscient règne dans le psychisme humain et donner ses arguments avec d'autres citations. Et aussi montrer, n'est-ce pas, en antithèse, ce qui détermine l'homme réellement. C'est-à-dire la conscience, n'est-ce pas, qui lui permet de distinguer le bien du mal et de poser des actions. Je reviens maintenant au niveau de la thèse.
concernant la thèse, il faut dire qu'il y a certains élèves qui donnent l'axe. Quand je parle de l'axe, c'est-à-dire c'est l'inconscient parle en nous. Ils commencent en écrivant « l'inconscient parle en nous ». Cette forme-là n'est pas juste. Vous devez développer d'abord et donner, n'est-ce pas, l'axe en fin de thèse pour montrer, n'est-ce pas, que vous avez déjà ici montré au départ que l'inconscient parle en nous et dit finalement qu'effectivement, avec certains comportements qui se manifestent en l'homme, l'inconscient parle réellement en nous. Donc, ne plus jamais commencer, n'est-ce pas, par l'axe et puis, n'est-ce pas, donner les arguments. Il faut d'abord donner les arguments et après finir par l'axe. Il y a aussi ce qu'on appelle la transition. La transition, c'est comme un pont jeté, n'est-ce pas, sur une autre rive. C'est une phrase qui permet de montrer les insuffisances de ce qu'on a dit plus haut avant d'attaquer l'antithèse. Concernant l'antithèse, il concerne ici, n'est-ce pas, la conscience sur ce sujet-là. Si dans un premier temps, vous avez montré que l'inconscient détermine l'homme avec ses citations, on va parler de Freud, il y a aussi ses adeptes, n'est-ce pas? Il y a Leibniz, il y a beaucoup d'auteurs qui sont montrés là-dessus. Alors, il faut dire ici, comme je l'ai dit à la séance précédente, de ne pas seulement se fier, n'est-ce pas, aux cours que vous avez en classe. Il faut aussi aller faire des recherches. Le bon élève, c'est celui qui fait des recherches sur Internet. Il y a aussi les annales qui sont là. Donc, ne vous fiez pas seulement, n'est-ce pas, sur le cours qu'on vous donne. Parce que dans le cours, il peut y avoir, par exemple, 4 citations qui peuvent vous sembler difficiles, mais par rapport à vos recherches, vous pouvez avoir encore d'autres citations concernant la notion et puis vous rafraîchir la mémoire. Ça, c'est important. Concernant l'antithèse, donc, montrer ici que l'inconscient n'est pas seulement cette entité-là qui détermine l'homme ou bien qui se manifeste en l'homme, nous allons montrer aussi que la conscience est cette faculté-là qui permet, n'est-ce pas, à l'homme de distinguer le bien du mal par certains auteurs aussi qui sont montrés tels que Descartes, n'est-ce pas? On a aussi des auteurs comme Aristote, Rousseau. Donc, avec eux, dans le cours, c'est ce qu'on a pu montrer, n'est-ce pas, dans la notion de la conscience. Et donc, arrivé à ce niveau-là, vous avez aussi à donner des arguments, n'est-ce pas, et donner des citations pour pouvoir expliciter, n'est-ce pas, vos arguments, vos idées. Voilà un peu à ce niveau de la dissertation. Au niveau de la conclusion, comme on l'a vu dans la séance précédente, il s'agit de faire un bref bilan de la notion concernée. C'est-à-dire que vous avez montré que l'inconscient parle en nous, vous avez aussi dit que la conscience plutôt règne dans le psychisme humain. Avec ces deux notions que vous avez montrées là dans le développement, c'est un bref bilan que vous devez montrer, n'est-ce pas, dans la conclusion. Et après cela, n'est-ce pas, faire une ouverture. Alors, concernant l'ouverture, on l'a dit, elle est facultative. L'élève peut faire l'ouverture ou ne pas la faire. Concernant la rédaction du sujet, nous avons vu le développement. Concernant le développement, on l'a dit, il faut d'abord faire ce qu'on appelle l'étude parcellaire. Je tiens à rappeler ça parce que cette étape-là se fait au brouillon, où il faut définir, n'est-ce pas, les mots essentiels concernant le sujet et donner certains arguments. Parce qu'il y a certains élèves qui immédiatement rédigent et après demandent encore une autre copie à l'examen. Donc, ce n'est pas juste de le faire comme ça. Il faut, n'est-ce pas, prendre son brouillon, faire l'étude parcellaire, définir donc les différents thèmes, n'est-ce pas, et puis donner les citations que vous pensez ou bien que vous avez en tête, vous les recensez au brouillon, et maintenant, dans la rédaction, vous pouvez les introduire. Alors, concernant, n'est-ce pas, la conclusion, ici aussi, il y a possibilité, n'est-ce pas, de donner sa position par une citation. Ça aussi, c'est possible. Alors, ainsi prend fin la phase pratique de notre dissertation. Nous allons la prochaine fois voir le commentaire du texte. Veuillez suivre les cours qu'on vous donne. Je suis M. Denis Bossouma Jean-Long, enseignant de philosophie. Merci, au revoir.